Mesdames et messieurs, bienvenue au théâtre de Fontainebleau pour un moment réjouissant bien sûr, mais un moment où la jeunesse va prendre le pouvoir. La jeunesse va prendre le pouvoir sur les mots, va prendre le pouvoir sur un débat, une question de société. Et je suis très heureux de vous accueillir ici avec mon collègue Bruno Landais et Benjamin Pilavoine qui est à l'origine de ce concours d'éloquence, qui en est à sa deuxième édition, après que la fusée ait décollé de Saint-Pierre. Elle vient ce soir à Fontainebleau pour continuer ce magnifique projet qui est de proposer le retour des mots dans des lieux de culture, dans des lieux de savoir et de mettre à l'honneur l'utilisation de ces mots. Nous sommes, nous, toujours très attachés au sens que l'on donne à nos prises de parole, au sens que l'on donne à nos discours. Et c'est vrai que de savoir employer les bons termes de la langue française, eh bien, quelque part, nous avons peut-être beaucoup à apprendre de ces jeunes qui vont s'exprimer dans quelques instants. Je tiens, bien entendu, à remercier aussi celles et ceux qui font que ces jeunes apprennent la langue, l'utilisent et la manipulent dans de bonnes conditions. C'est bien sûr tout le corps enseignant. Mesdames et messieurs, qui leur apprenaient tout au long de l'année comment devenir des citoyens, comment utiliser le savoir, comment apprendre à être des citoyens qui participent aussi à la vie de la cité. Je vous remercie, nous vous remercions du temps que vous consacrez pour les éduquer et pour les faire grandir. C'est grâce à vous aujourd'hui qu'ils peuvent sans doute se présenter et venir nous proposer leur art et leur éloquence. Vous aurez, j'espère, de grands talents devant vous, 13, si j'ai bien compris, qui vont venir s'exprimer sur la langue française en déperdition. C'est vrai qu'à l'heure des SMS, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure du TKT, du wesh ou des ponctuations manquantes lorsqu'on écrit à ses amis qu'on arrive tout de suite après le cours, eh bien, il est important de se poser la question du devenir de la langue et de revenir peut-être aux fondamentaux, mais ils nous le diront, ils vous le diront dans quelques instants. En tout cas, je suis très heureux de vous accueillir dans ce théâtre. Je suis très heureux que cette association puisse se développer, encourager cette démarche et puisse vous proposer ce soir de très très belles plaidoiries. Je ne vais pas être plus long parce que vous n'êtes pas venu pour m'écouter, mais en tout cas, je souhaite longue vie à l'association La Voix aux Jeunes. Et cher Benjamin, je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous expliquer un petit peu le pourquoi de cette démarche et surtout l'avenir de cette démarche qui, j'espère, sera très grande. Bonne chance à tous les candidats et puis je vous souhaite une excellente soirée devant la maîtrise de la langue française que l'on espère parfaite dans ce lieu de culture. Merci. Cher public, chers partenaires, chers jurys, chers participants, regardez-nous. Regardez-nous ce soir. En l'espace de seulement 2 ans, nous avons réussi à mobiliser, à convaincre et à réunir autour de l'art de l'éloquence. Ce soir, malgré nos disparités politiques, nous sommes réunis ici, autour de notre jeunesse. Ce projet, c'est un projet que l'on a mené dès le début, dès ses prémices, avec nos élus locaux. Ils étaient là. Ils nous ont soutenus. Ils ont porté le projet avec ambition et conviction. Ils étaient là. Alors oui, ce soir, de Frédéric Valtou, notre nouveau ministre de la Santé, à Juliette Villegrain, notre nouvelle députée, en passant par M. Gondard, maire de Fontainebleau, et M. Landais, maire de Saint-Pierre-les-Nemours, je les remercie. Ils ont fait de cette initiative une réalité. Alors oui, merci à eux. Dans la continuité de ce discours peut-être redondant, je m'attellerai aux remerciements de nos partenaires. Ce projet est possible parce que nous arrivons à remettre en avant l'ensemble de la communauté locale. Je parle ici d'Areas de Montreux-Folione, une assurance qui finance depuis près de 2 ans notre communication et notre pôle de l'amitié. Je remercie également les entreprises Bellifontaine, la Halle de Blot, le théâtre municipal de Fontainebleau, les meubles Le Bûcheron, les Amis du Château de Fontainebleau ou encore le fleuriste Le 18 de Fontainebleau. Mais au-delà de cela, je remercie également nos associations locales, RVTS, Révolte-toi Sorbonne, première association d'éloquence de France, est parmi nous ce soir. Je remercie également les Amis du Château de Fontainebleau qui, depuis près de 2 ans, nous accompagnent et nous soutiennent.
Merci également à la fromagerie Comtat de Saint-Pierre-les-Nemours, car l'objectif est de mettre en avant l'ensemble de la circonscription. Ensuite, cher public, c'est à vous que j'adresse mes remerciements. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui le concours prend cette ampleur, qu'il arrive à se pérenniser et que l'an prochain, nous serons à nouveau sur notre département, mais également à Savigny-le-Temple et dans le Loiret, pour remettre en avant notre patrimoine. Fini les remerciements, place à l'éloquence. Je vais donc vous expliquer les modalités de cet événement. Après ce discours de remerciement, notre jury pourra prendre la parole. Ensuite, nos 13 orateurs, venus des différents lycées de la circonscription et des différentes facs locales, pourront plaider. Je vous inviterai ensuite à aller vers la salle des fêtes pour le pot de l'amitié. Et enfin, nous pourrons remettre les prix aux 3 gagnants. Cet événement, il tourne autour de notre jury, autour de nos participants. Cette année, notre jury est donc composé des élus locaux de Fontainebleau, de Saint-Pierre-les-Nemours, mais également de notre député. Il est également composé de professionnels du droit, car l'éloquence nierait sans le droit. Le droit, c'est la langue. Alors oui, ce soir nous avons Aram Mardi-Rossian, professionnel de l'histoire du droit, professeur à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Il est dans notre jury, tout comme RVTS, Révolte-toi Sorbonne, à nouveau première association d'éloquence de France. Enfin, je remercie également M. Burel. Ça fait 2 ans qu'il est parmi nous, ça fait 2 ans qu'il soutient l'association avec les amis du château de Fontainebleau. Alors oui, merci à notre jury. Avant de laisser place à l'éloquence et avant de laisser place à nos jurés, j'adresserai des derniers remerciements envers des personnes que j'ai malheureusement oubliées l'an dernier dans cette même plaidoirie, dans ces mêmes mots. Je remercie ici, comme M. Gondard a pu le faire, nos enseignants. Ils prennent de leur temps personnel pour former leurs étudiants, pour les mener ici sur le plancher du théâtre, parce qu'ils croient en eux. Alors oui, merci au lycée ICEF Saint-Aspect de Fontainebleau, que j'aimerais appeler ma maison mère. Merci au lycée Sainte-Marie de Saint-Pierre-les-Nemours, au lycée Étienne Bezou de Nemours, ou encore au lycée François Ier de Fontainebleau. Et enfin, je finirai par remercier les facs locales. Ce sont des étudiants qui sont venus me voir pour demander de participer à cet événement, pour ouvrir les portes du théâtre au-delà des élèves de terminale. Alors oui, ce soir nous avons des élèves d'Assas de Melun, de Lubeck de Fontainebleau et du campus connecté de Nemours. Désormais, place à l'éloquence, place au pot de l'amitié et place à la remise des lots, mais avant tout, place à notre jury. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Patrice Burel, le premier vice-président des Amis du Château de Fontainebleau. Notre association, les ACF, a lancé il y a 6 mois, et c'est la nouvelle que je voulais annoncer ce soir, une nouvelle section des jeunes amis du Château de Fontainebleau. Elle concerne les jeunes de 18 à 30 ans. Je vois que dans la salle, il y a quelques personnes qui ont un peu dépassé, comme moi, la limite des 30 ans. Donc, je suis Mathilde Martineau, je suis la directrice du théâtre et je suis en binôme avec Madame la députée qui arrive un tout petit peu en décalé, qui s'excuse, mais pour que les candidats aient le même nombre de votes et de voix, voilà, je la remplace. Jean-Claude Dumais, conseiller à la ville de Saint-Pierre-les-Nemours, et je m'occupe de la culture et je remplace mon maire comme hollandais. Bonsoir à tous, je m'appelle David Alali et je suis vice-président et représentant ce soir de l'association étudiante Révolte-toi Sorbonne. Bonsoir, Gwenaëlle Claire, moi je suis adjointe au maire de Fontainebleau, élue à la jeunesse, aux affaires scolaires et à l'enseignement supérieur. Donc Fanny Malvezin, adjointe à la transition écologique, ancienne étudiante en droit et en sciences politiques. J'étais à votre place il y a 25 ans, donc place à la relève et bravo d'être là. Bonsoir à tous, Aram Mardi-Rossian, donc comme ça a été dit, je suis agrégé des facultés de droit et professeur d'histoire du droit à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Je vais quand même dire quelques mots pour faire plaisir à Benjamin sur le droit et la langue. Là, le droit serait, d'après Ulpien, l'immense jurisconsulte du IIe siècle, l'art du bon et du juste. Pour que cet art puisse se développer, la langue est l'un des vecteurs principaux. Et une langue, quelle qu'elle soit, le latin évidemment, qui était celle utilisée par Ulpien et même bien plus tard encore dans sa reprise dans le digeste. La langue est donc le vecteur. Aujourd'hui, c'est le français. Une langue, pour faire très court, je comparerais ça à un arbre. C'est-à-dire qu'une langue a des racines, un tronc, des branches et puis
toute petite branche et des fruits au bout. C'est-à-dire qu'une langue ne peut pas être figée. Un arbre continue de pousser, un arbre continue de croître, à donner des fruits qui tombent, d'autres qui arrivent. Mais inversement, cet arbre peut avoir cette évolution si ses racines sont vivaces, si elles ne sont pas coupées. Je veux dire par là que autant il est nécessaire que la langue évolue, c'est le cas depuis toujours, depuis le Moyen-Âge, à chaque siècle il y a des changements, autant en arriver au stade, je pense, de couper ses racines, fait que l'arbre, même solide, finirait par mourir. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, avec les nouvelles technologies, mais tout le reste, on est peut-être à un stade d'une évolution assez inédite en rapidité et en quantité. Et je pense que cette évolution, elle doit être au minimum maîtrisée, voire dans certains cas, contenue. Faute de quoi, le bel arbre de la langue française risque de mourir. À titre personnel, dans tous mes cours, de la première année jusqu'au doctorat, j'interdis à tous mes étudiants strictement le franglais ou des fantaisies du style écriture inclusive qui sont des armes de destruction contre la langue et qui justement s'en prennent aux racines. Donc c'est pourquoi je pense que tout en promouvant une évolution permanente, il faut respecter les racines de l'arbre, faute de quoi la langue française, l'arbre de la langue française risque de mourir. Voilà, je vous remercie. On m'a dit qu'il devait y avoir un ministre dans la salle, Sieur Valtou. Monsieur le ministre, si vous êtes là, si vous m'entendez, je voudrais vous poser une question. N'avez-vous jamais commis des fautes d'orthographe qui seraient indignes de votre profession? Ne vous êtes-vous jamais laissé aller à quelques anglicismes, comme d'ailleurs le disait très bien le membre du jury quand il parlait d'escape game? Ne vous êtes pas laissé aller à quelques néologismes, à quelques abréviations? Si c'est le cas, dirions-nous que M. Valtou ne serait que l'ombre illettrée de Madame Veil qui était à son poste? Non, bien sûr que non. Et laissez-moi vous rappeler un fait commun. Les temps changent, parce que les hommes changent. Si vous voulez mon avis, cela ressemble davantage à notre vieux réflexe reptilien qui nous fait craindre le changement. C'est une réaction naturelle lorsque le cadre dans lequel on a vécu mue. On s'affole, on voit ses repères muter, on a l'impression de voir le sol se dérober sous ses pieds, parce que le changement est effrayant. Les classiques vitupéraient les modernes, leur reprochant d'avoir conduit la culture à sa déperdition. Les Vendéens se sont révoltés, car ils voyaient leur monde s'éclipser. Ce n'est qu'un réflexe animal, et jusqu'à preuve du contraire, la langue est une science humaine. Ainsi, telle la déperdition, elle est purement subjective. Les Bretons ne seront républicains que lorsqu'ils parleront français. Voici les mots du président du Conseil des ministres, Émile Combes, en 1904. Mesdames et messieurs du jury, je vous demanderai de regarder à votre gauche, à votre droite, et de me dire si vous pensez sincèrement que les gens à côté de vous, autres membres du jury, ont la même maîtrise de la langue de Molière que vous. Normalement, si le jury a été correctement constitué, vous ne devriez pas en douter. Maintenant, en toute humilité, mesdames et messieurs du jury, je vous demande de regarder la salle, les jeunes comme les plus âgés, et de vous demander s'ils ont tous la même maîtrise de la langue française que vous. Même si ce concours peut et devrait vous redonner espoir en la capacité de ma génération, elle peut tout autant éteindre toute lueur au demeurant. Car si vous, moi, à mes camarades, jeunes, ne sommes pas capables de vous redonner espoir à travers notre plaidoirie, à travers notre prestation, qui en sera capable? Je vous l'accorde. La moitié des 18-25 ans parlent en verlan, et la moitié des moins de 18 ans parlent en ce que j'appellerais en langage TikTok. Comme le rappelait si bien le membre du jury, certains s'essayent même à d'autres types d'écriture que serait l'écriture inclusive. Nous faisons, moi-même, si vous auriez l'audace de lire l'une de mes copies, vous me traiteriez sûrement d'illettré, mais pas plus que mes camarades. Les gens ont de moins en moins de vocabulaire. 20% des adolescents utilisent entre 250 et 300 mots. 250 et 300 mots. Rendez-vous compte de la médiocrité du vocabulaire.
La question légitime que vous devez vous poser, c'est mes fichtres. Quelle thèse défend-il à la fin? Moi, madame et monsieur du jury, je ne défends que la recherche de la vérité. Mais laissez-moi vous poser une question. Le langage trahit-il la pensée? Est-ce que, au fond, la déperdition potentielle de la langue française ne se traduirait pas-il plutôt par une déperdition de la pensée? La connaissance n'a jamais été aussi accessible, et pourtant, les gens n'ont jamais eu aussi peu envie de s'instruire. Cet outil nous permettant d'accéder à la connaissance infinie est devenu le prolongement de mon corps, mon smartphone. Un anglicisme, vous le noterez, pour faire la différence entre téléphone et smartphone, quasi obligatoire. Cet anglicisme, inculqué depuis mon plus jeune âge, avec mon père, qui me parlait de Smart TV. En arrivant à la maison, Flavio, j'ai acheté une Smart TV, qui est d'ailleurs directement connectée à mon smartphone, avec lequel je peux directement aller sur Internet et sur Netflix. Merci papa. Conséquence de l'hypermondialisation, la France plie une fois de plus le genou devant l'Angleterre. Si nous avons survécu aux anglicismes des précédentes révolutions industrielles, nous n'avons pas dans notre langage le mot computer ou le mot software pour ordinateur ou pour logiciel, mais force est de constater que nous n'échapperons pas aux anglicismes de la prochaine révolution industrielle. Mais laissez-moi vous rappeler la question. La langue française, déperdition, phénomène d'actualité. On constate qu'une partie du sujet n'a pas été traitée. Phénomène d'actualité. Est-ce vraiment un phénomène d'actualité? Parce qu'en réalité, qu'importe ici de savoir que si la langue française est en déperdition ou non. À chaque argument, son contre-argument. Certains défendront la thèse que la déperdition de la langue s'apprécie au vu de son extrême simplification. Et que moi, comme Jean-Michel Blanquer, je ne sais pas conjuguer quérir au parfait antérieur. Je fus qui? La réponse est je fus qui? D'autres défendront que la déperdition de langue s'apprécie au vu de sa capacité à disparaître, à subir l'extinction, et que le nombre croissant d'utilisateurs serait la preuve irréfutable que la langue française n'est pas en déperdition, mais qu'alors les normes, les us et coutumes ne seraient que des règles, ayant la même valeur que les règles du Uno, de savoir si l'on possède un +4 ou non. Mais la question de savoir, c'est un phénomène d'actualité, je réponds 1000 fois non. Je n'ai pas besoin de vous lister les 1001 fois où, depuis mai 68, la question a déféré la chronique. Radio, télévision, journaux, tous se sont emparés du sujet. Mais alors on pourrait me rétorquer très facilement que depuis mai 68, ça ne fait que 56 ans. Et que, après tout, 56 ans dans la grande histoire de France, c'est de fait un phénomène d'actualité. Mais les chambres de la thèse adverse oublient une chose. Le rapport Grégoire. Le rapport Grégoire, ce n'est pas mon rapport de convention de stage de 3e, non, ne vous méprenez pas. Le rapport Grégoire, c'est un rapport demandé par l'État sur l'état de la langue française, réalisé par l'abbé Grégoire, en 1794. Et il est sans appel. Sur 25 millions de Français, à peine 3 ont une maîtrise correcte de la langue française. Ça fait tout de même 88% qui ne speak pas le French. Ah bah là c'est sûr. Il n'y a pas de déperdition. La langue française, monopole d'une aristocratie de salon, qui peuvent décider des us et coutumes, mais bien heureusement depuis, la langue française est bien plus accessible, bien plus utilisée. J'entends mes contradicteurs me murmurer que ce sont que des cas d'espèce, qu'on ne peut pas en faire des généralités. Alors, 1850, le gouvernement a peur de la déperdition de la langue française et décide de légiférer pour interdire les patois. Puis 1981, c'est la grande école Jules Ferry, gratuite, laïque, obligatoire et surtout et avant tout républicaine. Si vous vous souvenez d'une des phrases que je vous ai dit au début, les Bretons ne seront républicains qu'au moment où ils parleront français. Les patois sont condamnés. Condamnés à quoi dans les écoles? Avant tout, oui, au bonnet d'âne, au coin, à une privation de dessert. Non, à des châtiments physiques, corporels.
On placarde des affiches dans les écoles, menaçant les enfants de les pendre par la langue ou de leur sortir les yeux des orbites. Le gouvernement a peur de la déperdition de la langue française. Il faudra alors attendre 1951 pour que le législateur décide de réhabiliter les patois à l'école. C'est qui est la preuve irréfutable que ce n'est bel et bien pas un phénomène d'actualité. Ainsi, l'État français, c'est un peu comme le Léviator. Il ne tolère aucune communauté entre lui et son citoyen. Ainsi, à mes chers contradicteurs, comme le dispose l'article 538 du Code de procédure civile, vous avez un mois pour faire appel à la décision que non, la langue française, déperdition, n'est pas un sujet d'actualité. Merci. Mon discours n'a pas de sens. Les mots que je m'apprête à énoncer n'auront aucun sens seuls, comme tous ceux que vous pourrez prononcer dans votre vie. Vous me pensez peut-être étrange, absurde. Pourtant, les mots n'ont de sens que pour celui qui les dit et celui qui les écoute. Les mots seuls ne sont que du noir sur une feuille, du sang. Avez-vous déjà lu ou entendu une langue inconnue? Pouvez-vous m'affirmer que ce que vous avez lu ou entendu vous est paru clair? Une signification particulière? Les mots, avant toute chose, sont un moyen d'expression. Tel est le fait. La langue a pour but premier d'échanger. Elle n'est pas un but en soi, elle est un outil qui nous permet d'arriver à une fin. Si on en croit la vision de certains, la langue est immaculée, comme une sainte statue à laquelle on ne pourrait toucher, qu'on ne pourrait modifier, qu'on ne devrait modifier. Et d'après eux, la mauvaise utilisation de la langue par certaines communautés, le plus souvent les jeunes, conduit à ébrécher et abîmer cet outil. Des aberrations telles que meuf n'auraient aucune place dans le langage français. Pire, les mots appartenant à l'anglais, comme best-of, principalement venu de la culture internet, best-of signifiant le meilleur d'eux, ou encore à l'arabe, comme somme, la déprime, le cafard, n'auraient aucun sens dans une conversation en français, qui devrait utiliser ses propres mots. Quel intérêt aurait-on à aller chercher des mots dans un autre langage? Et si la langue française est si riche, pourquoi doit-on fabriquer de nouveaux mots? Cette critique de l'appropriation par la langue française de mots d'origine étrangère me paraît complètement injustifiée. Qui plus est, elle omet des éléments. En effet, notre langue est partiellement fondée sur d'autres langues. D'après la linguiste Henriette Walter, près de 10% des mots de la langue française sont issus de langues étrangères, principalement l'anglais, mais aussi une grande partie de persan, comme par exemple le mot nénuphar. La critique émise par ces puristes de la langue omet un point. L'évolution de la langue, la création de nouveaux mots et les emprunts de mots à des langues étrangères ont toujours existé. Prenons par exemple un auteur qui s'est attaqué par trois fois au problème de perte de vocabulaire en France. Un certain André Mouflet, dans ses livres « De quelques attentats contre la langue française », encore au massacre de la langue française et « Au secours, la langue française ». Dans ces 3 livres, André Mouflet critique la dégradation de la langue française par ses contemporains. Il utilise les mêmes arguments qu'on entend aujourd'hui. Pourtant, son premier livre est sorti en 1930. Cela montre que ces critiques contre l'évolution de la langue sont présentes depuis des centaines d'années. Cela paraît logique, car le langage tend toujours vers une adaptation à celui qui le parle et celui qui l'écoute. En d'autres termes, si le langage évolue, c'est pour s'adapter à l'évolution de notre société. Et lorsque certains se sentent dépassés par la langue, alors ils la critiquent. En allant plus loin dans l'utilité d'une langue, on trouve des faits d'autant plus intéressants. Par définition, la langue est un moyen de communication et d'expression qui utilise des moyens phonétiques et ou graphiques communs à des individus d'une même communauté. Pourtant, si certaines personnes se trouvent dépassées par la langue, cela signifie qu'au sein de ce qu'on appelle les Français, il existe une multiplicité de communautés.
Chacune de ces communautés utiliserait alors différents moyens de communication, différentes langues françaises. Cette suite de déductions nous fait donc arriver à une sorte de déperdition de la langue française. Une déperdition de la capacité de notre langue à réunir la France autour d'une même capacité à communiquer. Disons-le clairement, votre langue et vos mots ne sont pas faits pour communiquer, du moins pas avec n'importe qui. Votre manière de parler limite votre capacité de compréhension des autres communautés francophones. L'exemple le plus clair est celui du Québec. En effet, ce dernier est une communauté francophone. Pourtant, la capacité de compréhension entre un Québécois et un Français peut parfois s'avérer difficile. C'est ce même écart qui se forme entre les différentes communautés françaises, à moindre mesure. Les jeunes contre les plus vieux, les personnes vivant en banlieue contre les personnes vivant en centre-ville, les personnes vivant dans une grande ville contre les personnes vivant en campagne. Même si, comme je l'ai déjà dit, il existe des critiques depuis longtemps, et donc qu'il existe des différences dans la langue selon qui la parle, nous voyons de plus en plus ces critiques émerger, nous montrent un fait. Le français, la langue qui est censée réunir notre pays autour d'une base solide, est aujourd'hui une des causes majeures de l'écart et de la tension entre les différentes grandes communautés qui composent la France. Alors, que faire? Suis-je en train de dire que la langue française évolue et donc que nous pouvons la parler comme nous le voulons? Non. Je ne dis pas seulement que cette pensée est fausse, je la réfute en bloc et telle qu'elle est, car elle mène à un fatalisme déprimant. Si on accepte de dire que chacune de nos communautés peut parler le français comme nous l'entendons, alors nous ne nous entendons plus. Et dès lors, que devient la France? Quel sens a dépensé autant d'énergie à rassembler toutes nos communautés sous une même bannière? Peut-être suis-je trop optimiste, trop naïf, mais j'ose avoir de l'espoir. J'ose espérer que chaque personne qui parle le français est un musicien qui compose la langue, donnant du timbre de sa voix, de la mélodie de ses mots, pour créer un chef-d'œuvre accordé à chacun de ses écrivains. Si vous ne devez retenir qu'une seule partie de mon discours, j'aimerais que ce soit cela. Les seuls à donner du sens à vos mots, ce sont vous et votre interlocuteur. Et si ce dernier ne comprend pas ce que vous voulez dire, alors vos mots n'ont fait qu'une moitié de sens. J'utilise aujourd'hui la seule force que j'ai pour tenter d'apporter ma pierre à l'édifice de notre société, mes mots. J'espère qu'ils résonneront en vous, comme les vôtres résonneront en d'autres. Et si je ne peux me permettre d'imaginer qu'ils changeront la face du monde, alors j'espère qu'ils changeront au moins votre vision du langage. Merci d'avoir donné du sens à mes mots. Mesdames et messieurs, membres du jury, bonsoir. Miou est donc ornicar. Cette phrase que nous utilisons nous rappelle à tous notre enfance et nous permet de retenir nos conjonctions de coordination. Pour un étranger, cela lui semblerait incompréhensible. Mais cette langue que nous parlons, la langue française, est-elle vraiment en déperdition? Ou est-elle sujette à amoindrissement, appauvrissement? Qui décide que cette langue est en déperdition? Selon qui? Selon quoi? Selon Molière? Selon l'ordonnance de Villiers-Cotterêts en 1539? Non. Il n'aurait pas décidé que cette langue est la nôtre, notre langue officielle. Si nous parlons de déperdition, c'est sans doute parce que, d'une part, la langue française est de moins en moins écrite et donc de plus en plus orale. Dans certains pays, la langue française n'est pas écrite, notamment en Afrique. Nous pourrons nous interroger sur le pourcentage sur le territoire français. 7%, voire 10% dans certaines régions, comme en Charente-Maritime, cela représente à peu près 1 sur 10 personnes qui ne maîtrisent pas cette langue, qui sont illettrées. C'est-à-dire qui n'ont pas la possibilité d'être autonomes. Rédiger un mail, un courrier,
leur est totalement impossible, voire inenvisageable. Ainsi, la langue évolue à l'oral. Elle se distingue de plus en plus de la langue écrite. Peut-on encore alors parler de déperdition ou de la merveilleuse capacité qu'a la langue française de pouvoir évoluer? Car oui, la langue française évolue et instaure sur certains points un écart transgénérationnel. Avec l'essor des réseaux sociaux, notamment TikTok, la langue française subit une transformation. Les parents se plaignent du langage parlé de leurs enfants. Un nouveau vent souffle sur la langue. Les adolescents s'approprient la langue, la font leur, à travers différentes expressions qui deviennent virales. Je pourrais vous citer « Ça y est, nous y est ». Cette langue, cette phrase, cette expression qui n'a ni queue ni tête, le personnel, le vocabulaire, la langue, rien ne s'accorde. Nous pourrons donc la traduire comme « nous y sommes » ou « nous sommes enfin arrivés ». Il faut sachez que je pense l'une des expressions la moins utilisée et pourtant la moins incomprise par l'ancienne génération, dite nos parents. Nous traduirons donc comme « il faut savoir que ». Il faut sachez, mesdames et messieurs, membres du jury, pendant l'écriture de cette plaidoirie, j'ai versé quelques larmes. La famille. Quant aux adolescents, ils sont également touchés par ce phénomène. Les parents, les grands-parents, qui s'expriment dans un langage qui est différent du leur. Ils ne peuvent pas s'adapter à leur interaction, donc. Par ailleurs, la langue française est également parlée dans plus de 51 pays, tant en Europe, en Amérique, en Afrique, ainsi qu'en Asie. Sur ces différents continents, la langue est différente, le français est différent. Les expressions sont différentes. Pour citer le Québec, chum, blonde, amané. Amané. À un moment donné, à quel moment? À un moment donné est devenu amané. Blonde, qui veut dire copine. Chum, qui veut dire copain. Pourtant, ce n'est que la même langue. On parle également français en Afrique, notamment dans les anciennes colonies françaises, pour citer le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, le Sénégal, le Mali et bien d'autres encore. Selon un rapport de l'ONU, nous estimons que la population africaine évolue chaque année de 4%. Il passerait donc de 700 millions en 2000 à 1,9 milliard d'individus sur le territoire africain. Nous pourrons le dire, de plus en plus de personnes seront amenées à parler français. Le français, qui est si particulière, de par sa grammaire, son orthographe, sa conjugaison, qui favorise son authenticité. La langue française subit une transformation positive. De nouvelles expressions lui sont ajoutées. La langue française n'est plus dès lors seulement la propriété de la France, car les locuteurs francophones lui rajoutent une nouvelle vie, la font vivre à travers leur vie, à travers leurs expressions. Nous pourrons citer « Elle s'est fait enceinter », qui signifie « elle est tombée enceinte ». On s'enjaille, que nous utilisons à peu près tous, qui signifie « nous amusons », la capacité d'être heureux qui en ressort. Ton pied, mon pied. Où que tu ailles, nous y allons. Où que tu ailles, je te suis. Ce ne sont là que quelques expressions qui sont utilisées en Côte d'Ivoire. Je pourrais vous en citer plein. Étant centrafricaine, et venant d'ailleurs, le mélange est frappant. La langue est la même, les expressions se diffèrent. Enfin, nous dirons que la langue française ne subit pas une transformation, non. Une déperdition, non. Mais plutôt qu'elle s'accroît, qu'elle vit, qu'elle évolue pour s'accorder à son époque.
Ce n'est pas la langue française qui se perd. Non, mesdames et messieurs, membres du jury. Non. C'est la capacité qu'elle a d'évoluer, de s'adapter à son époque. Notre illusion de penser que cette langue est que la propriété de la France. On dit que la langue française est la langue de Molière. Mais je suis certaine, et je reste convaincue, qu'il aurait continué à détester parler une langue qui est restée gravée dans le marbre. Nous parlons français, pas latin. Cette langue évolue, elle nous définit, elle nous unit. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis, la langue française en déperdition, un phénomène d'actualité. Quand je suis passée, pas plus tard qu'hier, devant un couple langoureusement enlacé dans la rue, échangeant un véritable baiser de cinéma, non seulement j'ai pu constater que la langue française n'avait rien perdu de sa légendaire réputation, mais que le French kiss, loin d'occasionner une quelconque déperdition de chaleur, semblait plutôt faire augmenter sensiblement les degrés de l'atmosphère, tout autant que la température corporelle des deux protagonistes. Les Latin lovers que nous sommes m'apparaissent donc pourvus d'une langue, non pas en déperdition de nos jours, mais bien au contraire, alerte, proactive et fidèle à sa réputation. Sachez qu'il est scientifiquement prouvé qu'une réaction chimique fantastique se produit lors de l'activation des langues. Lors d'un baiser, on libère près de 36% d'adrénaline. La fréquence cardiaque augmente de 25 à 30 pulsations par minute. Le débit sanguin s'accélère de manière significative. Le cerveau sécrète de l'ocytocine et de la dopamine, hormone du bonheur. L'énergie augmente. Et la chaleur, tout autant. Je l'affirme donc, aucune déperdition dans les langues françaises. Pardon, je sens à votre réaction qu'il paraît y avoir un malentendu. Les acceptions du nom langue et du terme déperdition ne seraient pas celles qui me sont venues d'abord à l'esprit. Voudriez-vous, en ce lieu de théâtre, en cette ville royale de Fontainebleau, parler de la langue de Molière, de cette mélodie propre à notre pays que de prestigieux auteurs tels des compositeurs de musique ont posé sur des partitions illustres, Cyrano de Bergerac, Léocadia, le jeu de l'amour et du hasard, Don Juan. Voudriez-vous évoquer cette mélodie unique qu'ont interprété les plus grands acteurs de théâtre, de Jacques Weber à Pierre Ninet, en passant par Benjamin Laverne, Edwige Feuillère et tous les sociétaires de la comédie française? Mais alors, le sujet est tout autre. Il nécessite quelques secondes pour réfléchir à cette question subtile. La langue, comme outil de communication, celle qui permet de nous exprimer nos besoins primaires, vitaux, de mère faire son office. Le vocabulaire s'appauvrit, s'affadit, entend-on parfois. Mais croyez-vous qu'au XVIIIe siècle, les paysans de France parlaient la langue de la cour? Pensez-vous qu'aujourd'hui, la communication orale, spontanée, quotidienne, serait plus claire si je disais au gigantesque monsieur assis juste devant moi au cinéma « Pardon monsieur, mais au risque de paraître ridicule, sachez que je viens voir le film, et non vos pellicules. » La cuistrerie de ces rimes, bien pauvres, je vous l'accorde, n'apporterait rien à la clarté du message délivré. La langue ornementale, elle, dit l'âme, tout autant que l'esprit, et la sensibilité d'un monde. Elle n'est pas dans la nécessité, mais dans l'esthétique. Si la nécessité seule nous guidait, quelques onomatopées suffiraient. Passons en revue nos passions ordinaires, aucune ne trouve d'expression achevée seulement dans une onomatopée. Il en va ainsi de l'amour, du désir, du dépit, de la colère, de la joie, de la tristesse. Pourquoi y a-t-il 60 000 mots dans le dictionnaire le plus simple, alors que mes contemporains et moi avons un viatique langagier d'environ 120 mots, bruitage inclus? Alors si nous faisons le choix de la langue utilitaire, alors mesdames et messieurs, nous n'avons plus rien à nous dire. Mais si l'on comprend
que la pluralité des mots est aussi la pluralité des sensations et des idées, alors notre langue reste riche. Et vous me demandez de parler d'elle, mais je ne saurais pas même la décrire. Et c'est ça qui la rend si belle. La langue française se laisse construire. On la façonne comme un emblème à coups de figures qu'on bricole, mais ce n'est pas un théorème qu'on apprend dans les écoles. On peut la voir flotter dans l'air en 3 points de suspension, ou la clouer 6 pieds sous terre à coups de points d'exclamation. Non, la langue de Voltaire n'est pas en déperdition. Et non, notre langue n'est pas une science, c'est un art. Et bien des domaines permettent de mesurer cette richesse langagière aujourd'hui. Je ne vais pas mettre le projecteur sur la neuve langue dénoncée par Orwell en 1984, ou sur l'écriture inclusive, en grammaire, orthographe, syntaxe, par exemple. Que je sache, et malgré la courte tentative d'inviter les élèves de CE2 à rechercher le prédicat dans une phrase, le complément d'objet direct demeure. Les noms, les pronoms, les déterminants, les adverbes, les conjonctions de coordination ou de subordination, les interjections sont toujours disponibles. La merveille du passé simple, si chère à la comtesse de Ségur, charma notre enfance. Le conditionnel de la guerre des boutons et de Tigibus se trompant légèrement, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Le subjonctif qui permet d'exprimer une envie, une hypothèse, un souhait, j'aimerais gagner ce concours. L'impératif, exaucez-moi, sont utilisés par nous tous avec, il est vrai, parfois, l'ignorance même de leur dénomination technique. Un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. La prose, justement, s'oppose aux rimes, qu'elles soient pauvres, suffisantes, riches, plates, croisées, embrassées. Les didascalies, dont le seul nom par lui-même est plein de relief, figurent de nos jours encore dans tout scénario, pièce, livret d'opéra. De nombreux termes inusités et délicieux sommeillent dans nos dictionnaires. Certes, ils s'aventurent peu hors de leurs colonnes pour venir jusque dans nos bouches ou sous nos plumes, mais ils existent. Calambre d'aine, thaumaturge, histrion, ataraxie, de tout cela, notre langue française reste riche. Aujourd'hui aussi, bon nombre d'écrivains de talent participent à modeler un nouveau visage de notre culture. De Camille Houellebecq en passant par Colette, Pagnol, de De Vos à Desproges en passant par De Groot, de Brassens à Linda Lemay, la québécoise. Mais quel talent! Le Québec, mais parlons-en, ça c'est du français! De tout cela, notre langue française reste riche. Nos hommes politiques aussi, de nos jours, manient si bien la langue qu'ils sont capables, en une langue de qualité, en termes choisis, syntaxe rigoureuse, phonation bien articulée, registre soutenu, de vous tenir occupé toute une soirée pour donner d'eux-mêmes une image d'honnête homme. Élégant, sans être cuistre, divers, sans être bavard, forçant l'estime et le respect par l'intelligence qu'il présuppose. De tout cela, notre langue française reste riche. Certes, elle est belle notre langue, et compliquée. Plus que parfaite, mais pas si simple. Je ne voudrais pas dire que notre présent manque de passé ou notre futur d'avenir. Non, encore aujourd'hui, notre langue est subtile et suscite des soupirs de satisfaction dans ses sublimes sonorités qui, en un concert sourd de sons, laissent entendre un sens dissimulé. Alors oui, la langue française, qu'elle soit celle du baiser ou celle du langage, évolue certes aujourd'hui, mais comme jadis, du XVIe au XVIIe, du XVIII au XIXe siècle. Oui, c'est une langue vivante, et sa vie est comme la nôtre. Des jours avec, et des jours sans, peuplés de bons et de méchants. Et les méchants, parlons-en ici seulement pour leur signifier que dans le baiser comme dans le langage, ils ne nous entraîneront pas dans leur sillage. Déperdition de la langue française aujourd'hui. Ce soir, je suis fière de dire que nenni! Mesdames, messieurs, que pensez-vous de la pièce de théâtre sur le déclin français, où la langue française tient le premier rôle? Si à ma grande surprise, et ce malgré la succès médiatique dont elle est victime, vous ne l'avez toujours pas vue, alors laissez-moi vous la prendre. C'est une pièce qui vraisemblablement fait florer ces dernières années, avec une intrigue simple et accessible,
la décadence de la prééminence française, visible au travers de la langue. Sur la scène, les comédiens s'attellent à la tâche et émettent de longues plaintes amères et vives, au seul souvenir d'une France d'antan, où on parlait encore d'une voix ronde et chantante. En coulisses, dans un vacarme permanent de polémiques épuisantes, il s'agit pour certains d'imposer des thèmes obsessionnels et de créer de faux récits, comme la déperdition de la langue française. Les puristes scrupuleux d'une langue avec une pureté sans pareille et réfractaires à tout changement accrochent le regard dans un passé lointain, désaccordé avec la mélodie contemporaine. Ce valet titulaire est un véritable pro de misère, s'écrie-t-il. Voilà, le tour est joué, et vous n'avez guère compris un mot de leur phrase. Ainsi, à quoi bon parler français si ce dernier n'est pas intelligible? Déjà, au XVIIe siècle, La Bruyère faisait la critique de ces diseurs de Phébus, ce qui s'arme d'apanage de formulations excessives pour dire quelque chose de simple. Il s'arc-boute dans une époque désuète, quitte à faire dans le français rupestre. Pour mes contradicteurs, le temps qui passe est une menace. Le temps qui passe est synonyme d'une dépravation du français, ce dernier hissé au rang de sacré. Ils vivent dans une constante peur, rongeante, infondée, presque viscérale, et ils ne discernent plus le vrai du faux. Or, il est bien connu que la peur conduit à la perte de la raison. Alors, laissez-moi vous éclairer, moi je n'ai pas peur de le dire. La langue française a certes perdu des mots au fil de ces dernières années, mais elle en a aussi gagné. En 2019, par exemple, à la lutte en événement, le mouvement des Gilets jaunes, la Covid-19, mais aussi l'acceptation de l'Académie française de la féminisation des métiers. Un peu tard, avouerai-je, un peu tard. Ainsi soit-il. Toutefois, aussi tardive que cette décision soit-elle, elle participe quand même à l'enrichissement de notre langue. La langue n'est donc pas en déperdition, mais en constante évolution. Cependant, certains arrivent en permanence à faire l'amalgame entre déperdition, déliquescence, décrépitude et changement. Chers spectateurs, chers joueurs, il n'est pas la question de la pandémie de la Covid-19, mais d'un syndrome. Un syndrome qui touche maintes personnes dans notre société. Et j'ai nommé le syndrome du c'était mieux avant, fruit d'une réminiscence nostalgique du passé. Cependant, de but en blanc, j'ose vous poser la question suivante. Était-ce réellement mieux avant? Avant où les femmes étaient complètement invisibilisées dans la langue? Avant où la majorité des Français ne savaient ni lire ni écrire? Pourquoi toujours se tourner vers le passé quand la langue est l'outil du présent, celle qui nous sert à l'instant T de communiquer avec vous? N'est-il pas plus sage de constater d'un œil bienveillant la réinvention du français au contact des fruits de la modernité? Par ces fruits, j'entends bien par cela les nouvelles technologies, le téléphone par exemple, donc j'en suis convaincue que vous en possédez tous un. Certains s'exclament et déclarent que les nouvelles technologies ne sont pas toujours synonymes de bonne augure quand elles conduisent à l'invasion d'anglicisme dans notre langue. Je pourrais être colle après le meeting sur le Brexit? Ah ben non, ce ne sera pas possible. Je dois forwarder les slides sur le nouveau brosquet. Alors je vous rassure, ce n'est qu'une infime part de Français qui parlent de cette manière, et les mots anglais ne représentent qu'1% des mots utilisés par l'ensemble des francophones. De plus, les mots anglais s'adaptent très vite à la structure française, ce qui donne à voir par exemple coffre-fort numérique à la place de cloud. L'usage de la langue ne peut être monolingue, c'est-à-dire sans la présence d'autres langues, car elle conduit immanquablement au cloisonnement et à l'exclusion. Croire à une langue totalement imperméable est de l'ordre de la chimère dans un monde mondialisé. La langue française est un arbre fait de 1000 bois. Jonquille, vanille, résille, 3 mots, une origine espagnole. De même, épinard, café, tasse, 3 mots, tous d'origine étrangère, cette fois-ci arabe. Il est alors là fort clair, comme de l'eau de roche, que le français n'est pas une langue
qui se limite exclusivement à une aire géographique, une culture ou encore un peuple. Nous sommes aujourd'hui le 22 mars, en plein dans la semaine de la langue française et de la francophonie, qui nous rappelle là encore que le français constitue un monde cosmopolite qui s'articule autant en France qu'en Europe, qu'en Amérique, qu'en Afrique, qu'en Asie ou bien qu'en Océanie. C'est un monde cosmopolite, né de douloureux heurts qu'est la colonisation, mais qui est source malgré lui de multilinguisme, d'ouverture aux langues venues d'ailleurs, qui s'entremêlent avec le français, résultant alors en la création de nouveaux mots. Par exemple, s'ambiancer, expression utilisée très souvent par les jeunes, et qui signifie faire la fête. Ou encore, l'invention burundaise, alphabet, qui désigne quelqu'un qui sait lire et écrire, et qui s'oppose par définition à analphabète. La mode est aujourd'hui à la lamentation sur le déclin français. La langue française en première ligne de mire. Mais s'il n'était pas question d'une disparition, mais d'un renouvellement de la langue. Tel le papillon qui revêt différentes formes au cours de sa vie, le français, loin d'être figé dans la pratique quotidienne, évolue en fonction des différents changements sociétaux et des réalités émergentes. La langue tangue mais ne coule jamais et s'y entend bien que mal de se maintenir à flot dans un monde moderne. Et c'est bien là, et seulement par cela, que s'établit le distinguo entre le latin, une langue morte, et le français, une langue vivante. Merci de votre attention. Wesh, bien quoi. Alors mon blast c'est Evanie, j'ai 16 balais, je suis en première, et mon bahut c'est l'ICEF, à Fontainebleau. Ne soyez pas choqués, car voilà le langage que l'on utilise, nous, les jeunes. En effet, la génération Z s'exprime aujourd'hui créativement, avec un nouveau langage, tout droit sorti du bled. Jargon des cités, pourtant utilisé par la majorité des jeunes en France, quel que soit leur milieu social. Cité dans la presse, un chiffre affolant, qui affirme que 10% des Français ne maîtriseraient au total que 400 mots. Où sont donc passés les 100 000 autres de notre dictionnaire? Outrage, déception, quel gaspillage de la culture de notre belle nation. Et l'on retrouve ces incultes partout. Les journalistes, qui font parfois des mots un joyeux méli-mélo, qui, au jour d'aujourd'hui, se croient autant, par parenthèse, qualifiés pour pallier à ce problème. Et les glands, à la télé, qui jardinent les mots. Ils me donnent envie de changer de chaîne, ou de faire leur boulot. Évidemment, les adultes s'insurgent contre ce dialecte inédit dont tous les jeunes semblent adeptes. Ils sont horrifiés par le manque de glamour avec lequel les ados expriment de nos jours leur amour, avec leurs vers en 3 syllabes, ou leurs verlan dans diverses versions, à travers leur argot arrogant, disgracieux, qui diffère tant du beau français. Ces jeunes, qu'est-ce qu'ils sont vulgaires. Pourtant, l'origine de la langue française se trouve dans le latin vulgaire, tel qu'il était parlé par les Gaulois. Oui, la magnificence de notre noble langue se trouve à l'origine dans ce que l'on considérait comme vulgaire, grossier, trivial. Non, mais la langue française s'oublie, c'est certain. Et cela sans parler de la décroissance de notre langue à l'international, en combat permanent avec l'anglais. Dans nos institutions, seulement 8% de documents diffusés en français, contre 74% dans la langue de Shakespeare. Et les anglicismes qui règnent dans les discussions de business, car Thierry, qui est overbooké, a dépassé la deadline pour faire son pitch et frôle le burn-out. Serait-il donc possible que nous ayons oublié la langue de Molière, abandonné la variété de son vocabulaire? Serait-elle misanthropée
dans un vieux grenier négligé. Cela serait tragique. J'adore la langue française. J'adore faire découvrir ces mots complexes de notre belle langue aux gens, comme par exemple « pardon » et « s'il vous plaît » aux Parisiens. Le français, cette douce musique qui résonne dans nos cœurs par sa beauté incomparable. J'ai beau me passionner pour 4 autres langues, et pourtant, ces douces notes séduisantes, françaises, sont toujours celles que je préfère chanter, car je n'en entendrai jamais des si belles. Oui, la langue française se chante, je l'affirme. Sa mélodie a le pouvoir de nous envoûter, et lorsque je souhaite déclarer mon amour, elle m'offre une palette avec 100 tons de rose. Comme le disait M. Fellini, une langue est une vision de la vie. Et le français est comme un rêve, une utopie, où l'on voit la vie en rose. Quel dommage, quel scandale d'oublier, de laisser s'effacer et d'éperdre cette culture si riche. La langue française est en train de mourir. À moins que je ne me fourvoie en voyant les choses sous le mauvais angle. Oui. Si les mots que ma génération utilise ne sont parfois pas compris par la génération de mes parents ou de mes grands-parents, n'est-ce pas tout simplement la preuve que notre chère langue est plus que jamais vivante, et au contraire qu'elle ne se perd pas, mais qu'elle évolue à chaque génération? La langue française n'est pas en déperdition, mais en ébullition. Elle bouillonne de création, d'inspiration. Par ses recettes, elle défie avec 1000 feuilles le syndrome de la page blanche, ce trou noir si troublant qui se forme dans notre esprit. Ou si vous avez plutôt l'âme aventurière, imaginez la langue française comme un train, toujours en mouvement, qui passe de gare en gare, de génération en génération. Visualisez ce train. Lorsqu'il arrive à une gare, il accueille de nouveaux passagers, de nouveaux mots, de nouvelles expressions, prononciations. Lorsque le train arrive devant vous, 2 choix sont possibles. Vous pouvez le regarder avancer et le laisser continuer son chemin, sans faire partie du voyage. Ou bien, vous pouvez monter dedans et aller à la rencontre de ces autres passagers qui ont tant à offrir. Alors, cher auditoire, chers Français, montez dans ce train. Rencontrez chaque nouveau passager, chaque invention, chaque innovation que chaque génération apporte lors du trajet. Et surtout, n'oubliez pas ceux qui descendent. Parlez d'eux, de ces 10 000 synonymes qui nous animent par leurs nuances et influences, mais qui nous quittent à chaque halte. Je veux vivre chaque découverte, mais ne jamais oublier tous ceux qui ont marqué ce trajet, différent après chaque arrêt. Ne quittez pas l'aventure de la langue française, car c'est elle qui vous relie aux autres dans le respect de leurs différences. L'ado à ses parents, le citadin au provincial, le patron à son salarié, le professeur à son élève, le jeune au moins jeune. Car après tout, quand le grand-père sait parler à sa petite fille et rire avec elle, n'est-ce pas là le plus précieux des langages? Peu importe si leur vocabulaire est différent. L'essentiel est qu'ils se comprennent, qu'ils découvrent et apprennent l'un de l'autre. Mesdames et messieurs, la langue française n'est pas en déperdition, mais en constante évolution. Et cela est pour moi le plus précieux des bijoux. Et vous? Merci. Déperdition. Voilà le mot employé par certains pour désigner le niveau de votre langue aujourd'hui. Oui, à vous tous ici présents, comme à moi juste ici, et celle d'un autre qui se nomme Molière. Désormais, je suis donc votre enquêtrice, cherchant le responsable de cette immondice et tous ses complices. Débutons sans plus tarder. La jeunesse. La jeunesse qui serait devenue un marché où trouver de tout nouveaux produits,
À votre droite se trouve l'anglicisme, à gauche le verlan, puis un peu plus loin au fond, on retrouve celui dont il ne faut pas prononcer le nom, le wesh. Vous l'aurez compris, les dernières générations sont pointées du doigt comme responsables de votre désarroi. J'ai alors bien analysé ce marché pour vous dire que ces produits sont loin d'être frais. Le verlan semble être même périmé des années 60, l'anglicisme depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, quant au wesh depuis la culture hip-hop. Mais comment les blâmer lorsque l'on sait que toutes les générations, peu importe l'époque, ont toujours voulu se différencier, se créer une identité, se moquer de leurs aînés, se révolter, s'insurger. Tout cela passe par la langue, par la création de nouveaux mots qui ne sont pas toujours beaux, mais comprenez que ce phénomène est loin d'être nouveau, qu'il s'agit de simples phénomènes sociaux. Mon enquête m'a donc amené au fait que le coupable est loin d'être la génération à la dernière lettre de l'alphabet. Désolée, les derniers-nés ne sont plus suspects, mais je trouve parmi ces derniers la télé, qui, elle, est bien plus âgée. Celle-ci se fait de plus en plus discrète, mais est bien responsable de cette déperdition, par sa vulgarisation, sa simplification des propos dans les émissions. Les nouvelles plateformes de communication ont étendu ce phénomène de mutation. Les politiques s'y sont même conformés. Ils ont adopté les formats courts, outranciers, verticaux sur vos écrans. Voilà le mobile. Le TikTok a remplacé le parler, le français est abrégé, l'image est désormais beaucoup plus appréciée. C'est probablement ces outils qui ont tué la plus belle expression de notre langue, le discours, qui autrefois portait nos voix, mais qui aujourd'hui ne se résume plus qu'à un simple galimatia. Alors oui, aujourd'hui le discours se fait court, et bien loin de ces beaux jours. Ces jours où les paroles des politiques n'étaient ni faciles, ni incompréhensibles. Ces jours où le manque de capital intellectuel n'était pas un frein pour se tenir informé en tant que citoyen. Ces jours où le simple usage du français n'excluait personne des enjeux contemporains. Nous pouvons garder la télé et surtout ses héritiers comme suspects. Mais ne serait-ce pas aussi l'affaire du temps? Ce serait plutôt lui, le temps, qui s'est habilité à nous faire évoluer, à faire muer notre langue au fil des années et à en changer les spécificités. Ma réflexion s'est alors penchée sur l'évolution de notre langue. Si concrètement, nous sommes face à sa déperdition, comment expliquer que la francophonie est en croissance exponentielle de 7% depuis 2018? Je vous le demande, comment expliquez-vous que nous soyons encore la deuxième langue des organisations internationales, les troisièmes des affaires dans le monde et la cinquième la plus parlée, alors que nous serions en déperdition? Bien. Concrètement, notre langue change. Mais je vous pose la question honnêtement. Est-ce que Bachelette, Brignon, Broigne sont des mots qui vous manquent? Comme quoi, la langue évolue parfois pour de bonnes raisons, mais pouvons-nous qualifier cela de déperdition? De nouveaux mots ont fait leurs auditions et ont mérité leur position, en laissant à d'autres l'expulsion. Bon, j'aurais pu arrêter mon enquête ici. Seulement, j'ai découvert que le français d'aujourd'hui est bien plus riche que ce que l'on dit. Une richesse qui s'accompagne de progrès. Mais voyons l'essentiel, car l'essence même de la langue est celle de pouvoir s'exprimer. Son évolution a donné à voir bien plus que cela. En 2024, parler français, ce n'est plus seulement parler. C'est aussi se différencier en revendiquant notre identité, c'est aussi s'engager par le fait de féminiser nos dires. Aujourd'hui,
Si vous voulez revendiquer votre identité de genre, quelle qu'elle soit, vous le pouvez, car le français, c'est adapter. Parler français, c'est aussi militer, c'est avancer ses valeurs, ses volontés de progrès. Le français a évolué de sorte à nous donner la liberté d'employer l'écriture inclusive ou non, de se différencier par certains pronoms ou non, de porter le combat féministe plus loin, jusque dans les dictionnaires, dans le langage, et cela marque l'époque dans laquelle nous sommes. Une époque où les femmes ont leur place et continuent de la gagner. Ne pensez-vous pas que ces avancées contribuent à renforcer l'article qui se trouve en seconde position de notre Constitution, la devise de la République, où se trouve la notion de liberté? Finalement, la langue française évolue dans le sens des valeurs républicaines. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la langue française nous laisse le choix. Elle ne contraint pas. On ne vous obligera jamais à utiliser le pronom « yel » ou à ajouter des « e » à chaque fin de mot. Mais notre langue nous donne la possibilité à chacun de s'affirmer en tant qu'individu, en tant que militant. Cela fait-il de nous des suspects de pouvoir faire tout cela grâce au français ? On a l'habitude de juger les nations comme les hommes, à ce qu'elles ont créé, à ce qu'elles ont inventé. Et quelle est la plus grande des inventions de la France? Sa langue, sans aucun doute. La langue française, fille aînée de la France et du latin. Une langue née en 1539 à Villers-Cotterêts et régie depuis le XVIIe siècle par une académie. Une grande langue. Pourtant, aujourd'hui, alors que cette langue a un temps été la plus prestigieuse, il semble qu'elle soit malade. Aux yeux de beaucoup, cette maladie a un nom, la déperdition. Et il est indéniable qu'il existe de nombreux éléments qui doivent nous amener à comprendre que la langue française est malade et que l'enfant est en danger. Il faut donc chercher à comprendre quels sont ces symptômes. Le premier est rappelé à chaque professeur de français lorsqu'il lit une dictée. L'orthographe semble, dans ses copies, comme un élément inexistant, au point même qu'il semble n'avoir jamais existé. Mais les jeunes ne font pas qu'emporter au cimetière l'orthographe. Ils l'accompagnent de la grammaire et d'un certain niveau de langue. De plus, notre société tolère ces erreurs. Et, comme le dit le dicton, la coutume fait loi. Et à force de siècles, il peut sembler que la langue se détériore et est défigurée. De plus, le niveau médiocre des jeunes générations est accompagné d'une globalisation liant anglicisme, langage SMS, africanisation et patois. Là encore, notre belle langue semble s'effacer et Molière voit s'approcher sa langue de lui, dans l'au-delà. Enfin, la langue française, si elle se voit défigurée par ceux qui la parlent, il semble également qu'elle soit de moins en moins parlée. Pour de nombreux pays, l'anglais semble l'Eldorado d'une langue universelle, au risque même de reconstruire la tour de Babel. Petit à petit, la langue française perd de sa superbe. Alors, oui, la langue française existera-t-elle encore demain? Sera-t-elle encore le français? À la fin de cette observation, le diagnostic pourrait être sévère, mais pourtant il n'en est rien. Oui, cet enfant évolue. Elle évolue parce que les habitudes évoluent. Elle évolue parce que l'erreur est le propre de l'homme. Oui, la langue française de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui, mais celle d'aujourd'hui n'est pas non plus celle d'hier. L'enfant que vous étiez hier est-il encore aujourd'hui?
Non, je ne le crois pas. Alors, pourquoi une langue dérogerait à la règle? Là où certains voient dans ces évolutions une défiguration, je préfère y voir une transfiguration. Oui, ces évolutions sont un risque, mais n'est-ce pas tout simplement le propre de la vie? L'évolution et la simplification, la complexification sont ce qui construit notre langue. Et oui, peut-être que la langue française se mélange avec d'autres. Et alors, n'est-on pas riche du mélange de nos différences? Alors oui, ces évolutions montrent une chose, la langue évolue. Et la France n'a sans doute plus le contrôle de sa langue, de son enfant. Mais là encore, n'est-ce pas le propre de tout enfant de vouloir un jour s'évader? Après 5 siècles, peut-on réellement lui en vouloir? Oui, elle s'évade. Petit à petit, elle s'émancipe. Enfin, je dois le dire, oui, certains tentent ici et là de faire disparaître le français. Mais il est pourtant en croissance, et le merveilleux empire spirituel qui est celui de la francophonie nous montre que la langue française sait encore briller. Dans les couloirs de la Cité internationale de la francophonie à Villers-Cotterêts, du sommet international de la francophonie, dont je me souviens avoir connu celui d'Antananarivo en 2016, des trottoirs de Paris à ceux d'Alger, la langue française brille toujours, et sa magnificence sera toujours là demain, bien que les crises diplomatiques peuvent être un risque. Alors oui, chère langue française, aie le courage de t'évader, sois la langue de ton temps, pour que le rêve d'un vieux cardinal se réalise, pour que cette langue soit perpétuelle. La France et son académie seront toujours derrière toi, comme tout parent incapable de couper le cordon, et qui seront là pour t'épauler quand tu en auras besoin. Et bien sûr, comme tout enfant, tu n'en feras qu'à ta tête, préférant le Covid à la Covid. Et tes parents ne t'en voudront pas, parce que les parents ne peuvent jamais oublier leurs enfants. Et oui, tu es perpétuel, oui, tu es la langue de ton temps, et bien loin, tu es de la déperdition. Wesh l'équipe, c'est quoi le sang? Que les bénédictions du ciel et les faveurs des dieux vous soient favorables en cette journée fort belle et radieuse. Je vous salue, honorable et noble personne, en espérant que votre bien-être soit prospère et joyeux en ces temps bénis. Quotidiennement, il est encore trop difficile pour moi de devoir choisir entre ces deux expressions. Alors, je vous demande laquelle est la plus efficace et avec laquelle vous paraîtrez le plus perspicace. Il y a quelques années, on disait « ça va ?» sans forcément attendre la réponse. Aujourd'hui, certains répondent « et toi ?» sans même attendre la question. Alors, si j'en ai la permission, j'aimerais vous demander, la langue française est-elle véritablement en déperdition? « 27 août 1789. C'est l'apparition de la liberté d'expression en France. Mais depuis ce changement, on a eu tant de nouveaux idéaux et tant de nouvelles idées basses. On attend les idées fausses de critiquer les idées de base, on s'attache aux idées de gauche et on s'entasse dans les idées de base. Mais le pire, c'est qu'on se marre devant les idées mères, que dis-je, devant les idées idéales. Et on en perd le courant des idées de bonne mine et on en lâche la laisse des idées fixes. Mais ces idées fusent. On en perd les mots et on en perd la tête. Et c'est alors qu'à bras raccourcis, on en invente des nouveaux mots, les néologismes. Mais oui,
Vous les connaissez, ce sont ceux qui, dans un livre, sont notés d'une astérix. Ils nous emmènent directement au bas de la page où il y a eux, les jeunes mots, les jeux de mots, les vieux mots et les anormots, une vraie promo, les mini-mots, les gros mots et les su-mots. Après tout, ce n'est qu'une étoile caractéristique qui les a menés dans le camp de concentration des mots. Après tout, ça n'a jamais fait de mal. Non, non, ça n'a jamais fait de mal, mais le pire, c'est qu'on en a marre de ces idées mères. Marre de ces idées mères. Oui, on en a marre. Et désormais, la sentence est irrévocable. On simplifie les acrobates de notre langue, simplifient notre langue à l'aide d'acronymes et d'abréviations. On passe tout simplement de « Non, t'inquiète pas, ça va aller pour moi » à « NN, TKT, ça va aller pour moi ». On accélère notre langue, on donne un sens plus abstrait aux mots, mais surtout, on baisse les tarifs téléphoniques mensuels au caractère. Dès lors, si pour vous ce n'est point assez pour être considéré comme la langue de notre patrie, je vous donnerai le 06 d'un bien nommé Antoine de Rivarol qui en 1671 a dit « Tout ce qui n'est pas clair n'est pas français ». Maintenant, si nous n'avions pas voulu changer d'habitude, dans une France qui, sans cesse, a changé d'attitude, n'aurions-nous pas, pavés de gilets jaunes, armés de merguez enflammés, notre route vers la béatitude? Têtus, n'aurions-nous pas dû faire confiance aux sophistes à droite, jusqu'à temps que la France passe l'arme à gauche? Il est bien beau de vouloir conserver son patrimoine, sa culture et sa langue, si la moitié des bouquins d'histoire ne sont pas lus par les ados. Mais ce manque de lecture ou de culture n'est pas du tout lié au manque considérable d'enseignants en France. Sinon, il serait contradictoire de demander à cette jeunesse de faire un discours sur la déperdition de la langue française. Non, cela vient d'un combat auquel toute cette génération consacre des heures inestimables, un écart de salaire irréfutable et une taille de poitrine inégalable. L'égalité homme-femme. La langue a suivi ce combat. On fait précéder le féminin du masculin par volonté de donner l'égalité ou par sentiment de solitude. Et on met un point entre le masculin, le féminin et le pluriel, et on se demande où a fini dans le dictionnaire le pronom yel. Mais ma foi, c'est une victoire que ce combat. On favorise la version des pairs plutôt que la paire-version, et on donne la médaille aux 2 par 2 plutôt qu'à 2 par Dieu. Mais il était tard, quand notre langue nous a fait passer pour des grenouilles. D'abord, on saute dans la mare de Vichy, convaincu par les mots du maréchal, puis on bondit à Paris après les mots du général. C'est donc cette langue qui nous a voulu tant de mal et qui nous a volé tant de bien. Mais c'est cette langue qui, depuis 1539, ordonnance de Villers-Cotterêts, Villers-Cotterêts, est notre berceau national, et aujourd'hui, on la critique haut la main. Mais alors pourquoi est-ce la seule qui nous retient, qui a construit notre passé, fait notre présent et qui demain sera la seule à nous tenir par la main? Pourquoi ne fait-on pas d'elle une amie sans regarder nos lendemains? Une femme que l'on voit évoluer
comme ses concitoyens, une mère que l'on chérit et que l'on soutient. Pourquoi critiquer ses vices sans regarder, sans considérer ce qui nous apporte de bien? Pourquoi condamner ce qui est bien pour elle? Pourquoi? Parce que nous sommes français et que rien ne nous convient. Mais en 1534, tel une louve, la France a une belle portée. Les louveteaux se retrouvent dans plusieurs pays d'Afrique. Les lève-tôt, qui ont soif d'aventure, traversent l'Atlantique et les moins ambitieux restent dans l'Hexagone à hurler des critiques. En même temps, ce sont les plus vieux de la fratrie, ce sont les plus expérimentés, ce sont les loups des Pyrénées. En 500 ans, notre langue a largement dépassé les frontières de la France métropolitaine. Largement. Et aujourd'hui, on la critique haut la main. Haut la main. Mais nos amis, les Québécois, ont un amour pour cette langue qui dépasse le nôtre en se chiquant la guenille, en se paquetant la fraise ou en se rattachant la tuque. Il est donc bien triste de voir que certains pensent que notre langue court à sa perte alors qu'elle marche vers un avenir qui chaque jour la fait renaître. Elle manque sûrement de gens plus honnêtes, d'amour plutôt que de baïonnettes. Un simple bonjour plutôt que d'un malsain peut-être. Alors, elle est comme une lumière qui se tamise, et une lumière que l'on voudrait goûter. Elle est si particulière et si irrégulière, ce qui fait de ces différences une beauté, et surtout, elle est ivre de vocabulaire et voudrait être parlée. Mais mes amis, mes frères, mes reilles, encore faut-il l'écouter. Merci beaucoup. Salutations, coucou, enchanté, mes hommages, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut être à l'aise avec la langue française? Je m'appelle Raphaël Monard et j'ai 17 ans. Je vis beaucoup de choses dans ma vie. Je vis toutes sortes de personnes, de situations. Mais le plus important, c'est que je vis, comme je vais essayer de faire vivre ce texte. Et oui, comme vous pouvez le constater, je vis. Et là est notre point commun. Enfin non, en vérité, nous en avons d'autres. Vous êtes en face de moi, je suis en face de vous, et pour la plupart d'entre vous, c'est la première fois que je vous vois. C'est la raison pour laquelle je vous vois. Je me présente en ce moment même avec un outil des plus brillants, qui une fois bien maîtrisé, peut se révéler impressionnant. La langue française. La langue française, une douce mélodie tissée de mots qui dansent. C'est un ballet en prose où chaque syllabe s'entrelace avec élégance. Les mots naviguent habilement, s'envolent de lèvre en lèvre, pour effleurer le cœur, créant une symphonie de sentiments. Ils sont les gardiens des rêves, les architectes des pensées, tissant sans trêve des ponts entre les esprits que rien ne crève. Les émotions, elles, sont les oiseaux migrateurs de l'âme, naviguant entre les pages du lexique et les plages du Mexique. La joie danse en arabesque. La tristesse se noie dans le recoin des lettres. Les autres flottent dans une mer de nombreux kilomètres. La langue française devient ainsi l'océan où se croise le navire de nos émotions, portant l'écho mélodique des mots avec attention. Avec elle, je pourrais vous dire que je suis comme rongé par la timidité, que je suis paralysé par sa férocité, ou peut-être que j'en joue. Nous pouvons remercier les phonèmes et les monèmes, sans lesquels je ne pourrais m'exprimer. Tant qu'ils seront à mes côtés, la langue française vivra. Tant qu'ils prendront la route qui mène à vos oreilles, la langue française vivra. Tant que vous parlez, tant que nos enfants et petits-enfants parleront, la langue française vivra.
Et il est de notre devoir de la faire vivre. Comme nous vivons, notamment grâce à nos émotions. J'ai longtemps cherché le sens d'une émotion. Puis j'ai compris que l'essence même d'une émotion, c'est de nous faire vivre. Chaque jour, nous passons tous par de nombreuses émotions. Ma préférée, c'est la joie. Elle est l'invitée surprise à la fête de la vie. Un peu comme si le bonheur nous envoyait un grain de folie. Imaginez-la comme une blague qui fonctionne à tous les coups, faisant rire même les chouettes et les hiboux. La joie, c'est ce moment où tu souris sans raison. Juste parce que, des fois, la vie, c'est une belle illusion. Ce qui est amusant avec la langue française, c'est qu'on peut faire croire ce que l'on veut. Même à la panique, être désespéré, stressé, mort de peur, ou juste embarrassé. Je pourrais vous dire n'importe quoi, je ne m'en souviendrai pas. Tout ce que je souhaite, c'est ne pas atterrir tout en bas. Et ça, je trouve ça formidable. Notre petit bijou national, nous devons le chérir. L'abandonner, ce serait vraiment mal. Je vous demande pardon, j'ai oublié mon discours. Ou bien peut-être était-ce un calembour que j'ai mis en place pour ajouter une touche d'humour. Je ne sais pas. À vous de voir. Bon, revenons-en aux faits. Il n'y a pas que la joie. Il y a aussi la tristesse. Nous avons tous déjà perdu un proche. Une situation si moche lorsque la tristesse nous envahit. Pensons à tous ceux qui ont perdu la vie. Tiens, nous allons l'appeler Rémi. Attribuons-lui un métier au hasard. Policier, conducteur de motoneige, avocat, professeur de solfège. Oui, choisissons cela. Lorsque l'on est au plus bas, face à la réalité, seule la langue française peut nous égayer. Pourquoi allez-vous dire? Car dans son départ, Rémi est parti avec humour. En effet, un bon professeur de solfège, Rémi est mort, de dos face au sol, là. Ce qui est amusant, ici, on voit que même si on est face à une défaite, on peut trouver le moyen de se faire défaite. Vous me direz que les jeunes la font disparaître, qu'ils la réduisent en esclavage et eux en maître. D'accord. Certains l'utilisent d'une manière peu convaincante. Mais ici et maintenant, je veux vous prouver et je veux utiliser mon texte pour vous montrer que la langue française, une fois bien manipulée, est bien plus intéressante et amusante. Plus je vous parle et plus je me rends compte de l'amour que j'ai pour notre langue. Avec un ton adapté et une bonne maîtrise, on peut faire dire plein de choses. Et ça, c'est fantastique. Mais je n'aime pas trop ce personnage. Tout comme ce passage. Je n'ai l'air que d'un vulgaire garçon. Passage. Que j'aime la langue française, que j'aime ce contraste, que j'aime la langue française, que j'aime l'humour, que j'aime la langue française. Mais, attendez, lorsque je suis neutre, suis-je triste ou défaitiste? Je ne sais pas. Mais ne pas le savoir, cela confirme que je suis neutre? Je ne sais pas. Je vous en prie, donnons-lui une vie éternelle. Cette merveille est si belle. Mais ce n'est pas si important finalement. Et vous parlez de toutes les émotions, cela prendrait 10 ans. Même avec des stratagèmes puissants, les citer une à une serait épuisant. Et vous dire toutes les raisons pour lesquelles nous devons couver notre fierté nationale prendrait une éternité. J'espère vous avoir convaincu et j'espère de tout mon cœur que notre langue vous apportera du bonheur. Et que je vous aurai fait voyager à travers notre vocabulaire. Et pour vous remercier, j'ouvre une dernière fois mon dictionnaire. Bon vent, au plaisir, au revoir, à la prochaine. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais que j'aime la langue française. Merci de votre écoute. William Shakespeare disait « Il ne suffit pas de parler, il faut parler juste. Parler de manière à ce que l'on veuille vous écouter. Ne pas parler et que les autres détournent le regard, qu'ils soient attentifs, qu'ils vous écoutent. Parce que la manière dont vous parlez est belle, puissante et éloquente. Cependant, s'il m'advenait d'utiliser le langage qu'utilisent certains jeunes aujourd'hui, vous ne m'écouteriez plus. Vous chuchoterez qu'ils parlent mal. J'aurais beau vous raconter la plus belle des histoires que j'aurais déjà perdu tout mon auditoire. Impossible,
de vous émouvoir. Aujourd'hui, la majorité des jeunes générations utilisent des termes qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Prenons le mot aigri par exemple, utilisé à tout va. Mais en regardant la vraie définition, cela n'a plus de sens. Prenons les réseaux sociaux qui sont source d'énormes faussetés de la langue. Face à tant de faussetés de la langue, comment les jeunes et la population actuelle active peut-elle parler un français correct? Car oui, l'environnement dans lequel nous évoluons influe énormément sur notre manière de parler. Et l'ère de la digitalisation, malgré tous les avantages qu'elle amène, n'est pas favorable à une bonne expression de nos parts. Si la qualité de la langue française aujourd'hui est en chute libre, c'est aussi par la volonté d'aller plus vite, toujours plus vite. Mais dans ce cas, devrions-nous ralentir? Peut-être. Mais ce serait un refondement de la société tout entière. Un événement impopulaire qui nous couperait à la jugulaire. Mais revenons à ce que le célèbre tragédien William Shakespeare disait. Quand il dit qu'il ne suffit pas de parler, mais qu'il faut parler juste, il nous explique que si l'on balbutie quelques mots sans réelle réflexion, cela ne sert à rien. Mais c'est là où ma pensée me souffle cette question, cette interrogation trop classique, pardonnez-moi. Le fait de bien parler et juste résulte-t-il d'un talent et d'un art propre à chacun? Chers jurys, avez-vous tous ce don? Car cela est-il un don? Une partie de moi répondrait que non, cela n'est pas un don ni un talent, ou encore moins un art, car tout le monde apprend à parler, sinon on ne vit pas, on survit comme l'enfant sauvage. Mais mon esprit est tiraillé, voyez-vous, car je sais bien que nous ne parlons pas tous de la même façon, et que la simple agilité de certains à bien parler les a menés à un brillant avenir. Nous savons bien que les mots sont bien plus puissants que certains ne le prétendent, et je pense même que nous sous-estimons la puissance d'une langue bien parlée, avec des mots bien choisis et des syntaxes mélodieuses. Je pense aux plus grands orateurs de notre histoire, Périclès, César, Martin Luther King, Kennedy ou encore Charles de Gaulle. Audaces fortunae juvat. La fortune sourit aux audacieux. Et je n'ai pas peur de dire qu'elle sourit à ceux qui ont l'audace de bien parler. Quand on parle de la langue française, nous sommes obligés d'évoquer la dictée de Mérimée, une dictée des plus compliquées, créée à la demande de Napoléon III et de sa femme. Mais celui qui a commis le moins de fautes n'est pas français, mais autrichien, le prince de Metternich. Maintenant, l'ère moderne a tout de même bien contribué à cette déperdition, mais s'il m'a donné d'établir un principal coupable à accuser, le grand coupable serait le short message service. Mais qu'est-ce donc? Le SMS. Voyez-vous, là encore une fois, nous abrégeons. Et nous avons pris la fâcheuse habitude à tout abréger, à tout simplifier. TKT, t'inquiète, SLT, salut. Notre langue s'avérera plus difficile à déchiffrer que des hiéroglyphes. Et alors, c'est bien, cela créera de l'emploi, des traducteurs pour la langue des jeunes, des intermédiaires entre les parents et les enfants. Une vraie session. Puis, autre chose a fait l'effet de grands débats. L'hypothétique africanisation de la langue. Eh bien, est-ce que ces gens mêmes qui avancent ces théories et cherchent des excuses à la médiocrité du niveau de la langue en France savent que le français est très bien parlé en Afrique, notamment dans les lycées francophones? L'Afrique, malgré tous les problèmes qu'elle subit, parle mieux le français que la France. Alors, il faut cesser de chercher un bouc émissaire quand le coupable, c'est nous-mêmes. La France, censée être l'exemple en matière de qualité de langue, ne semble plus l'être sur la majorité de sa population. Mais je vais tout de même me faire l'avocat du diable. La jeunesse a tout de même un avenir devant elle. Alors changer n'est pas impossible. Il faut y mettre du sien, et là sera peut-être le plus dur pour certains. Puis, ne soyons pas totalement pessimistes, car certains jeunes, de nombreux jeunes, savent parler la langue de Molière, comme les Anglais le font avec Shakespeare, ou les Espagnols avec Cervantes, car il reste encore des artistes, des futurs écrivains, des auteurs, des scénaristes. Et toutes ces personnes savent à quel point l'art de la parole est important.
et que s'ils savent bien parler la belle langue de notre nation, rien n'entravera leur chemin, ainsi que leur lendemain. En fin de compte, la jeunesse doit envisager de mieux parler pour mieux évoluer. Elle doit voir cette langue française comme une aide. Prenons comme image la rose, Gérard Ronsard ou encore Saint-Exupéry. Si belle, et pourtant elle est couverte d'épines. Mais devons-nous prendre cette fleur par peur de ces épines? Les plus fous prennent alors cette rose et, malgré les petites piqûres désagréables, discernent sa beauté et s'émerveillent devant elle. Alors, le français, notre langue, est comme cette rose. Il peut paraître effrayant par ses nombreuses formes de conjugaison ou sa grammaire complexe. Mais quand on apprend, on devient une toute autre personne. Puis, on se sent fier, malgré la difficulté. Pour l'apprendre avec volonté et patience, on y parvient. Par ailleurs, il est indéniable que les Français lisent de moins en moins. En moyenne 41 minutes par jour, quand ils passent sur les écrans 3h14 par jour. Si le meilleur atout des jeunes Français pour parfaire la langue est mis de côté, alors il ne faut pas s'étonner de l'étendue des dégâts. Il est normal que du Victor Hugo, malgré la puissance et la beauté de ses textes, lasse certains jeunes, car ils n'ont pas encore la maturité pour lire ses œuvres. Entre autres, il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Et s'ils ne se sentent pas concernés, alors ils ne liront pas. Car si l'on impose la lecture aux jeunes, il faut que ceux-ci ne voient pas cela comme une corvée, mais comme un plaisir. Alors, il faut favoriser les lectures plus contemporaines, aux thématiques plus actuelles. Qui sait, ils liront peut-être du Victor Hugo? Fort heureusement, tous les jeunes ne sont pas comme tels. Beaucoup savent parler, savent utiliser les bons mots, captiver l'attention. Mon discours n'est pas défaitiste. Il est pourvu d'espoir et dresse les éléments à changer pour espérer revoir une jeunesse employer un vocabulaire adéquat. Et je sais bien que l'homme, même s'il est capable du pire, il est réciproquement capable du meilleur. Alors, je n'ai pas de doute sur la puissance de mes mots, car, n'oubliez pas, un mot peut vous tuer, mais il peut vous faire vivre, vous éblouir. Alors, j'espère que cette ribambelle de mots que j'ai collés les uns aux autres pour former ce discours auront su vous convaincre, et que cette déperdition sera le début de nouvelles ambitions, car je suis un jeune et j'ai parlé juste. Qu'est-ce qui sépare l'homme de l'animal? La langue, bien sûr. Car si de la parole naquit les sociétés, de l'écriture les pensées, on doit à la langue les civilisations. Ne la sous-estimez pas. Vous lui devez l'histoire, le droit, la politique, les sciences, la philosophie et l'orateur, bien sûr. Je lui dois toi et moi, car comment aurions-nous pu nous aimer si nous n'avions pu nous le dire? La vie sans vocabulaire, c'est une plume qui brasse de l'air. La page blanche, c'est le malheur de l'écrivain, mais c'est aussi le malheur de l'humanité. Sans parole, comment pourriez-vous transmettre, partager et enseigner? À quoi servirait l'historien sans les mots pour pouvoir la narrer? À quoi servirait le génie sans les mots pour le partager? Imaginez Stephen Hawking naissant au XVe siècle et vous en aurez une idée. Que serions-nous sans la langue? Eh bien, si elle est en déperdition, c'est notre histoire tout entière qui est en danger. Alors, est-elle malade? Raisonnons comme un médecin. Établissons un diagnostic. Essayons de trouver un constat. Quel est le certificat médical de la langue française? Eh bien, il y a deux mots. Le premier, celui que j'appellerais la croissance métastasée. Partez du principe que la langue est similaire à une cellule. Elle se reproduit inexorablement et l'homme a un besoin insatiable de parler. Heureusement, lors des siècles précédents, cette croissance était tempérée par les moyens techniques. Avant Gutenberg, pour qu'un livre soit produit, il devait être écrit à la main. Donc, fallait mieux écrire quelque chose de pertinent. Au XVIIe, les maisons d'édition se faisaient les cerbères des antres de la littérature.
Elle garantissait de facto un minimum d'exigences artistiques qui avait pour conséquence un nivellement par le haut. Plus vous êtes exigeant et plus les gens travaillent pour satisfaire à cette exigence. Elle est proportionnelle à la réussite. Aujourd'hui, tout le monde écrit. Peut-être avez-vous lu un Skyblog, un Twitter. L'écriture est omniprésente. Ouverte à tous. Mais sachez que la qualité est trop facilement engloutie dans la masse. Nous n'avons d'ailleurs jamais autant lu qu'aujourd'hui. Mais quelle lecture! En droit, il existe un phénomène particulièrement similaire que l'on appelle l'inflation normative. Nous n'avons jamais autant de rédigés de lois qu'aujourd'hui, et il faut dire qu'elles n'ont jamais été aussi obscures. La clarté synthétique, c'est une lumière de l'esprit. L'obscurité quantitative est un abysse de la pensée. Nous assistons à la grande désacralisation de la langue. Deuxième mot, celui que l'on pourrait qualifier d'infection du vide. Dans une phrase, un mot, c'est un projectile. Il doit être propulsé à la bonne vitesse pour atteindre une cible précise. Afin de faire ce peu, le langage doit réunir deux rôles fonctionnels. D'abord, il doit désigner quelque chose. Il doit identifier son but. Et ensuite, il doit être artistique, susciter une émotion. Si jamais je dis « vous êtes joli » et « vous êtes majestueux », eh bien, le rôle fonctionnel, le but est préservé. Joli et majestueux veut dire à peu près la même chose. Mais c'est le sens artistique qui a changé. Et on pourrait débattre longuement sur le point de savoir si le degré d'incandescence artistique est un moyen d'oppression culturelle ou un nivellement par le haut. Après tout, peu importe. Car le véritable vice n'est pas sous ces latitudes. Il s'annonce lorsque l'on touche au rôle fonctionnel du langage. Le sophiste, c'est l'orateur qui emploie une phrase, non dans le but qu'elle désigne quelque chose, mais afin qu'elle fasse naître une émotion par le simple usage artistique. Le sophisme, c'est de dire le sens de l'histoire, comme si l'histoire avait un sens. Convaincre, c'est réunir le beau et le vrai, alors que persuader, c'est user du beau au service du vide. Il faut dire que cette éloquence du néant est particulièrement chronophage à Brèche-Frère. En se laissant séduire par la sonorité des mots, par l'éthos de celui qui les prononce, on oublie que le premier des impératifs du langage est de décrire quelque chose, d'aller droit au but, d'aspirer à l'essentiel. Encore une fois, nous, juristes, sommes confrontés au même problème, avec ce que l'on appelle, fort majestueusement d'ailleurs, les lois non normatives. Si le mot est compliqué, ne vous inquiétez pas, l'idée est enfantine. Par moment, le législateur s'est mis à insérer dans les phrases de longues phrases bateaux et générales. On pouvait par exemple lire « L'école est faite pour la réussite de tous les élèves ». Merci. Heureusement, le Conseil constitutionnel s'est mis à censurer ces lois en disant une loi c'est fait pour donner une prescription, autoriser, réglementer, interdire, pas pour énoncer une grande règle moralisante qui ne trouve aucune application concrète. Le langage dénué de sens n'est que ruine de l'âme. La croissance métastasée et l'infection du vide sont donc les deux grands mots dont est atteinte notre langue française. La conjecture d'une expansion continuelle de la parole avec la disparition exponentielle de son sens conduit nécessairement à sa déperdition. On parle donc de plus en plus, pour ne rien dire. Il faut à cet égard noter le développement délétère de la langue de bois en politique. Dire une chose et en même temps son contraire, c'est dire deux fois une phrase sans que ni l'une ni l'autre n'ait véritablement de sens. On ne guérit pas les plaies en les léchant avec des langues de bois, comme disait Valéry Giscard d'Estaing. Pour parler de dépérissement de la langue, il est ô combien nécessaire, ne serait-ce que d'évoquer 1984 de George Orwell, tout particulièrement le développement consacré à la novlangue, ce langage qui a pour but de minimiser à outrance le nombre de mots utilisables pour rendre impossible le cri par la pensée, car à la fin, il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Je ne pense pas que l'État puisse asservir le langage, pas plus que je ne crains les néologismes modernes, Yel ne me fait pas peur. En revanche, si l'État ne pourra jamais enlever à l'homme sa liberté linguistique, si l'État ou des groupes ne pourront jamais imposer une domination en contrôlant le vocabulaire, il en est un qui en est capable, vous. La plus grande menace qui pèse sur la langue française, c'est celle que notre propre conscience exerce sur nos paroles. Une étude d'Étienne Brunet, dans un article intitulé « Vocabulaire français de 1789 à nos jours », est à cet égard particulièrement intéressante.
Il lui montre que depuis 1789, les mots vertu, honneur, mérite, bonté, réputation, opinion, respect, estime, Dieu, divinité, providence, enfer enregistrent une baisse significative de leur emploi. Tandis que les substantifs alcool, bar, cigarette, allumettes, bureau, vacances, tentation et jeux sont en nette augmentation. Le règne de l'individualisme est advenu. Sartre avait tort, l'enfer, c'est nous. Et regardez comme c'est efficace. Tous y croient qu'il n'y a pas de déperdition de la langue française. Je suis le seul à défendre cette thèse. Ils l'ont intériorisé. Alors, le langage s'est auto-centré. Il est devenu le mode d'expression du désir, de l'envie, mais plus l'apanage de l'évolution conceptuelle. Or, le langage du sentiment, au détriment de la raison, est doublement grave, puisqu'il implique de ne parler que de soi, autant qu'il démontre à quel point notre esprit est guidé vers la satisfaction personnelle. La recherche du plaisir entraîne la paresse, et cette dernière s'oppose à l'intelligence. Il en faut du courage pour ouvrir les gueules. La société de consommation doit être pointée du doigt. Dans le royaume du moi je, quelle place donner à l'idée? Quelle place donner à la pensée? L'école, qui devait être l'ultime rempart contre l'individualisme verbal, s'est fourvoyée. Elle a sacrifié sur l'autel de l'enfant roi la parole abstraite qui aspirait à dépasser les considérations personnelles pour atteindre la vérité. Et j'entends quelque chose depuis tout à l'heure. On nous dit « Oh, mais la langue française rayonne dans le monde !» Mais oui, elle rayonne dans le monde. Mais pourquoi vous pensez qu'elle rayonne dans le monde si c'était le colonialisme? On pensait que notre langue était tellement géniale qu'on pourrait l'exporter à des milliers de kilomètres. C'est moins bien pensant que ce qu'il vous disait. La langue est malade, donc. Nous en avons vu des symptômes. Phénomène d'actualité, bien évidemment. La croissance métastasée, l'infection du vide, l'autocensure de la médiocrité sont issus des 30 Glorieuses. Et de cette douce insouciance que 70 ans de paix ont pu faire naître. Existe-t-il un remède? Pour la société, franchement, non, c'est foutu. En revanche, vous pouvez surmonter ce destin tragique par la lecture et le travail. Hissez-vous au rang qui n'est plus attendu de personne. Gravissez les sommets intellectuels sans en attendre l'ordre, car la bonne nouvelle, c'est qu'en vous imposant le supplice que personne ne veut affronter, il vous sera aisé de convoiter le firmament et vous vivrez comme des dieux parmi les hommes. Merci. Merci à vous. Désormais, je vous invite à aller au pôle de l'amitié dans la salle des fêtes, le temps que le jury puisse délibérer. Et je vous préviendrai dès que ce sera fait. Merci. Évidemment tous les participants qui ont été brillants. C'est la deuxième édition, ça a commencé à Saint-Pierre-les-Nemours. On a fait ce qu'on appelle un petit peu une sorte de couveuse de projet. Benjamin est venu me voir, il a été convaincant. Son projet, je ne peux pas le refuser, il est passé par la porte, par la fenêtre. Donc on s'est dit, bon, ok, je ne peux pas l'abandonner. Et sa détermination, je crois que sa pugnacité a permis de venir ici aujourd'hui. C'est vraiment une très belle soirée. Et vraiment dans un style différent, avec un thème imposé, la dernière fois il n'y en avait pas. C'est différent, c'est tout le temps brillant, moi, je trouve. Je suis très étonné par cette jeunesse. C'est vraiment un réel plaisir. Maintenant, il y a aussi une autre activité qui est très compliquée, c'est celle de jury. J'y étais l'année dernière, dans le jury. Je peux vous dire que pour essayer de différencier les uns des autres, il y a des scores très serrés. Alors évidemment, moi j'ai un petit chauvinisme pour le Sud, mais le Sud est toujours bien représenté. L'année dernière, il a été effectivement très bon. Là, je ne vais pas préjuger des résultats, mais en tout cas, il a toujours été à la hauteur et c'est parfait. Et c'est très bien de venir cette fois-ci à Fontainebleau, dans une enceinte comme celle-ci. Et de cette difficulté, je trouve que c'est bien, ces jeunes qui peuvent s'exprimer sur les mots.
Il y a aussi de la politique dedans, il ne faut pas rêver. Il y aura aussi des choix plus tard. Certains seront peut-être à l'Assemblée nationale, Madame la députée. On sait bien, les joutes oratoires sont quand même intéressantes. À l'Assemblée, on a eu des grands porteurs de mots. On ne va pas les citer, mais bon, les Jaurès, les Clémenceau, donc vous n'êtes pas encore là. Mais en ce moment, on a plutôt un peu le cafouillage politique. Les mots ne sont plus les mêmes. C'est vrai que tout à l'heure, c'était évidemment sur la langue. On a vu que ça pouvait évoluer, même dans l'hémicycle. Mais il faut se rassurer, la jeunesse est là, elle est encore présente. Et on l'a montré ce soir, et je suis ravi. Et Benjamin, félicitations pour ce que tu fais. C'est un travail formidable. Et maintenant, je t'appelle. Alors, n'ayant pas les qualités de ces jeunes, j'allais dire les meilleurs discours, des fois sont les plus courts. Maintenant, je vais laisser la parole à qui voudra pour pouvoir expliquer et donner les scores, le résultat de ce fameux concours d'éloquence. Madame la députée Juliette Lebrun. Bonsoir à tous. D'abord, c'était difficile de donner des prix parce que vous avez tous été absolument formidables sur un sujet qui était obligatoire, la perdition de la langue française. Alors, j'ai entendu des petites critiques en effet sur la langue des politiques, je suis tout à fait d'accord, et sur les lois, et sur la façon dont sont prononcées les lois, c'est assez obscur, comme vous l'aviez dit. Je voudrais juste me présenter parce que je suis très nouvellement nommée députée après la nomination de notre cher Frédéric Valtou, délégué au ministère de la Santé. Et donc j'ai pu aller depuis 2 semaines dans l'hémicycle. Et en effet, il y a encore de grands orateurs. Quelquefois ça manque un petit peu de tenue, mais on arrive quand même à voter et à se mettre d'accord sur certaines propositions. Bravo Benjamin pour en effet cette ténacité. On s'est vu à l'Assemblée la semaine dernière. Et donc maintenant je vais annoncer les candidats, les gagnants. Alors en 3e position, nous avons Madame Villafruela-Guis de l'Institut Pousset. Merci de m'avoir écouté ce soir et je suis très touchée d'avoir pu faire partie de ce concours et d'avoir la 3e place. En 2e position, nous avons Monsieur Tournafond de Assas. La langue française en déperdition, mais j'ai l'impression qu'elle était quand même très vive ce soir. Et en 1re position, nous avons Madame Maître. Gravée de l'Assemblée nationale. Merci
infiniment à tous d'être venus nous écouter. Merci à tous les participants. Il y avait quand même du niveau. J'ai pris beaucoup de plaisir à la fois à vous écouter et à parler. Merci infiniment pour toute l'organisation, c'était super. Voilà, merci infiniment. On a oublié de vous remercier, vous. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Désormais, je vous dis à l'an prochain. En effet, l'année prochaine, nous serons à nouveau ici sur notre département. Nous serons à Savigny-le-Temple et dans le Loiret pour nos églises, pour mettre en avant notre patrimoine. Les festivités sont donc terminées. J'espère aussi pouvoir vous dire dans 2 ans, car en effet, dans 2 ans, nous mettrons en avant la francophonie. Donc, désormais, merci à vous et bonne soirée.